Bienvenue à cette conférence qui va parler de phytomédicaments, qui va parler de produits à base de plantes et des interactions avec les médicaments conventionnels. Alors la conférencière de ce soir est mademoiselle Antonelle Pardo. Alors Antonelle est pharmacien, elle a fait une partie de ses études à Lumons, elle a terminé à l'ULB. Puis elle a entamé une thèse dans notre service en collaboration avec le professeur Philippe Dubois et le professeur Bertrand Blanquert. Et une fois docteur en sciences pharmaceutiques, elle a décidé d'entamer des études de pharmacie clinique. Et c'est aussi un cursus assez long, un cursus de 3 ans. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est bac plus 5, plus 4, plus 3, donc bac plus 12. Donc c'est assez remarquable. Alors Antonelle est aujourd'hui pharmacien clinicien à l'hôpital Marie Curie à Charleroi. Et cette fonction de pharmacien clinicien est quelque chose de relativement récent. On s'est rendu compte que les médicaments étaient de plus en plus compliqués. Donner le bon médicament au bon patient, à la bonne dose, au bon moment, c'est quelque chose qui n'est pas si anodin. On s'est rendu compte que c'était très compliqué, qu'il fallait aider les médecins dans la prescription. C'est d'autant plus compliqué si le patient a des comorbidités, des maladies additionnelles à celles qu'on est en train de traiter, ou s'il a également des comédications. Donc ce sont des choses qui sont devenues très très compliquées. Et aujourd'hui, on a créé cette fonction qui vise à aider le médecin à la prescription. Alors au milieu de tout ça, on a le patient qui a d'une part une très mauvaise compliance, c'est-à-dire l'observance thérapeutique, l'observance du traitement est en général assez déplorable chez le patient qui ne comprend pas bien pourquoi il faut prendre le médicament, toujours dans les mêmes conditions, toujours à la même heure. Et pire que ça, le patient fait des tas de choses dont il ne parle pas à son médecin. Il va notamment faire de la phytothérapie, utiliser des tas de plantes médicinales. Et comme vous allez le voir, il y a pas mal d'interactions, des interactions qui peuvent expliquer des échecs thérapeutiques ou même parfois des intoxications. Et donc c'est un petit peu ce domaine-là qui va être exploré ce soir. Donc je vais laisser la parole à Antonelle. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je tiens tout d'abord à remercier le CITEC qui a organisé cet événement et le laboratoire du professeur Pierre Duet qui m'a invité aujourd'hui. Dans le domaine des plantes médicinales, j'ai choisi de vous parler des combinaisons à risque potentiel entre les plantes médicinales et les médicaments. Mon exposé est divisé en 4 parties principales. Tout d'abord, une brève introduction. Ensuite, je vais revenir sur l'usage traditionnel des plantes depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Enfin, dans le vif du sujet, les interactions plantes-médicaments et leurs mécanismes. Et finalement, la conclusion et les perspectives. Si l'on regarde la répartition du nombre de nouveaux médicaments qui ont été enregistrés aux États-Unis ces 30 dernières années, on peut observer qu'il y a un peu plus de 50% des médicaments qui sont des composés dérivés ou inspirés d'un produit naturel. Les produits naturels sont généralement modifiés pour arriver à des molécules de structure apparentée. 46% des médicaments sont en fait des analogues de produits naturels. La flore terrestre a longtemps été la principale source de produits naturels à la base de nouveaux médicaments. Par exemple, vous avez ici le Taxus baccata. C'est en fait des ifs qu'on a pratiquement tous dans nos jardins. Et ce Taxus baccata, il renferme des principes actifs que l'on extrait et que l'on utilise en oncologie, notamment pour traiter le cancer du sein, mais aussi le cancer de la prostate. La pervenche de Madagascar, juste à côté, elle renferme également des principes actifs anticancéreux qui sont extraits et qui sont utilisés également en oncologie pour traiter notamment les lymphomes hodgkiniens, non-hodgkiniens, les leucémies aiguës. Ce choix de la flore terrestre repose sur une longue tradition d'usage médicinal des plantes. Cette tradition remonte à la préhistoire. Ici, vous pouvez voir des graines de pavot à opium qui datent de 4500 ans,
qui ont été récupérées dans une colonie suisse près du lac Bieler. Et ces graines de pavot témoignent de l'utilisation des plantes médicinales déjà par les civilisations de la préhistoire. Il y a également des capsules de pavot à opium qui ont été récupérées dans des paniers d'herbes en Espagne, et ces capsules de pavot datent de 4200 ans. Les Égyptiens de la haute antiquité utilisaient également les plantes médicinales, notamment l'opium, qui est repris dans le fragment du papyrus d'Hébert, qui reprend de nombreux remèdes, environ 700. Et l'opium était souvent repris dans ces remèdes, et il était repris pour des usages contre les douleurs, les maux de tête, l'insomnie. Pour ceux qui s'y connaissent en fresques murales égyptiennes, elles représentaient souvent des plantes médicinales, comme ici on voit un pharaon qui se voit offrir par son épouse des fruits de mandragore et des boutons de nénuphar, tous deux qui ont des propriétés médicinales bien connues. La Grèce et la Rome antique se sont vus aussi un usage énorme des plantes médicinales. Ça remonte de 3000 à 1500 ans. Ce vase tubulaire témoigne de l'usage de l'opium en Grèce, puisqu'il a été retrouvé en Crète. Il date de 1450 ans avant Jésus-Christ. Et tout le monde connaît Hippocrate, le père de la médecine moderne, qui a modernisé la médecine en décrivant une causalité entre le médicament et l'état physiologique. Dioscoride, un autre médecin grec, a également décrit de nombreuses plantes médicinales au 1er siècle de notre ère, et son référencement reprend 600 plantes curatives. En Chine, en Inde et au Tibet, parallèlement, il y a eu beaucoup d'usages médicinal des plantes. Dans cet ouvrage, qui est probablement le plus ancien livre médical connu, il compile de nombreux remèdes, et cet ouvrage a encore une influence aujourd'hui sur la médecine traditionnelle chinoise. Les Aztèques et les Mayas au Mexique et en Amérique centrale ont également utilisé les plantes médicinales. Il y en avait environ 132 qui ont été référencées. Et on peut constater que les plantes médicinales étaient aussi représentées sur des fresques murales au Mexique, comme on peut le voir ici, une divinité qui se voit offrir des champignons hallucinogènes. Dans l'Empire arabo-musulman aussi, les plantes médicinales ont été de plus en plus utilisées, et de 600 plantes qui étaient décrites par Dioscoride, on est arrivé à 1700 drogues qui sont décrites dans un livre qui a été rédigé par un auteur arabe qui date de 1068 après Jésus-Christ. Le travail taxonomique révolutionnaire de Carl von Linné a permis de référencer 5900 espèces de plantes au XVIIIe siècle. Et c'est un travail qui a été tellement bien référencé qu'il est encore utilisé aujourd'hui, consulté par des herboristes, des horticulteurs, des taxonomistes. Au XVIIIe siècle apparaissent également les premiers remèdes que l'on appelle des spécialités pharmaceutiques, c'est-à-dire que les inventeurs revendiquent la propriété et l'exclusivité de la vente. Au XIXe siècle, ce sont les premières extractions de principes actifs des plantes qui commencent à être effectuées, avec notamment l'extraction de la quinine, de l'écorce du quinquina, par les pharmaciens Caventou et Pelletier. Les remèdes à base de plantes passent finalement aux principes actifs, et l'industrie pharmaceutique a finalement pris le dessus, c'est-à-dire que la plupart des médicaments sont produits par l'industrie pharmaceutique.
Il y a une utilisation croissante de drogues synthétiques produites par l'industrie pharmaceutique, mais un pourcentage relativement faible des médicaments approuvés, 1%, sont des produits naturels botaniques. Ces produits naturels botaniques sont en fait encore utilisés un peu partout dans le monde et l'utilisation est croissante, notamment en Australie, en Europe et aux États-Unis. Ces produits naturels botaniques, ces plantes médicinales, sont notamment utilisés par 20% des Américains. Parmi ces 20%, 30% des personnes ont indiqué utiliser simultanément les plantes médicinales avec des médicaments conventionnels. Et l'utilisation des plantes médicinales n'était pas informée aux professionnels de santé. Pourtant, les plantes médicinales sont en fait des mélanges complexes de molécules. Ils sont produits dans la plante au départ du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie de la lumière. La biosynthèse dans la plante se produit, c'est en fait une succession de réactions chimiques qui se produisent pour arriver à des molécules complexes telles que la quinine dont on a parlé précédemment. Par exemple, le ginsénoside que vous voyez ici est produit dans la plante Panax ginseng. C'est une racine qui est utilisée couramment comme antistress et aphrodisiaque. Cette racine a en fait des propriétés médicinales parce qu'elle contient ces ginsénosides et ces ginsénosides sont en fait synthétisés par une longue succession de réactions chimiques qui se produisent dans la plante. Les plantes médicinales contiennent donc de nombreuses molécules bioactives différentes. Et il est difficile d'évaluer la contribution de chaque molécule à l'activité de l'ensemble. Au contraire, les médicaments conventionnels, eux, ont des molécules bioactives bien identifiées et leur dose est contrôlée en relation avec l'activité. Les plantes médicinales peuvent aussi varier d'un extrait à l'autre et c'est dû à une méthode de fabrication qui peut varier d'un extrait à l'autre. Lorsque les plantes médicinales et les médicaments conventionnels sont utilisés simultanément, il y a un risque d'interaction. Une interaction, c'est en fait une modification des effets d'un médicament par la présence d'une autre substance, c'est-à-dire ici par la présence de la plante médicinale. Ces interactions plantes-médicaments sont connues depuis des décennies. C'est en fait l'interaction avec le jus de pamplemousse en 1989 qui a conscientisé les professionnels de santé et qui nous nous sommes rendus compte de l'ampleur que pouvaient avoir les plantes médicinales sur l'effet des médicaments. En Chine, le Centre national de surveillance des effets indésirables médicamenteux a notamment indiqué que 14 à 17% des effets indésirables médicamenteux étaient liés à des plantes médicinales chinoises et que la plupart étaient liés à des interactions entre les médicaments conventionnels et les plantes médicinales chinoises. Intéressons-nous à présent au mécanisme des interactions entre les plantes et les médicaments. Tout d'abord, il peut y avoir un antagonisme chimique, c'est-à-dire une réaction chimique entre les composés du médicament et les composés de la plante. Ce type d'interaction est assez prévisible, étant donné qu'il est basé sur la structure de chacun des composés. Les interactions pharmacocinétiques, elles, sont largement imprévisibles parce qu'elles dépendent de la variabilité interindividuelle et la vulnérabilité de chacun peut influencer l'interaction pharmacocinétique. Les interactions pharmacodynamiques au niveau des récepteurs peuvent également être difficiles à prévoir et enfin, il y a possibilité d'antagonisme physiologique, c'est-à-dire des actions pharmacodynamiques contradictoires entre la plante et le médicament, mais ça c'est assez prévisible. Prenons pour exemple un antagonisme chimique
entre le calcium et les composés du fruit Averrhoa bilimbi. Ce fruit est largement consommé dans les régions tropicales parce qu'il a des propriétés hypoglycémiantes, hypolipidémiantes, antioxydantes et anti-athérogènes. Il est utilisé notamment en traitement présumé des dyslipidémies et il est inclus dans des préparations contre la toux, les oreillons, les rhumatismes, les boutons et le scorbut. Le calcium, lui, il est consommé évidemment dans l'alimentation via les produits laitiers, etc. Mais il peut être aussi utilisé comme médicament pour traiter l'hyperphosphatémie associée à l'insuffisance rénale chronique chez des patients sous dialyse, pour traiter des tétanies, mais aussi pour traiter ou prévenir l'ostéoporose, des carences calciques, la déminéralisation osseuse dans les suites d'immobilisation, et aussi il est inclus dans des spécialités antiacides. Il se trouve en fait que le fruit de Averrhoa bilimbi contient une haute teneur en acide oxalique. Si les deux produits sont consommés simultanément, un complexe insoluble d'oxalate de calcium se forme au niveau intestinal. Cela a pour conséquence une diminution de l'absorption intestinale du calcium, c'est-à-dire que le calcium ne pourra pas exercer son effet pour traiter les problèmes de santé. Mais en plus, ces cristaux d'oxalate de calcium peuvent être toxiques et peuvent provoquer des lésions rénales aiguës avec des dépôts d'oxalate de calcium au niveau des tubules rénaux. Ici, il s'agit d'un cas rapporté d'un patient qui présentait des cristaux d'oxalate de calcium dans son urine après avoir ingéré du jus d'Averrhoa bilimbi. Il ne prenait pas de complément à base de calcium. Cette pathologie est arrivée uniquement avec le fruit d'Averrhoa bilimbi, probablement parce que du calcium était consommé via son alimentation. L'oxalate de calcium peut aussi se déposer au niveau des tubules rénaux, comme vous le voyez sur cette image. On voit que le patient qui a consommé du jus a présenté une néphrite, c'est-à-dire une inflammation du rein due à un dépôt d'oxalate de calcium. Après plusieurs jours d'hospitalisation et de la dialyse, les deux patients se sont rétablis. Une autre interaction peut aussi survenir lorsque la ciprofloxacine est ingérée simultanément avec un extrait de plantes comme le fenouil, le pissenlit ou le papayer. La ciprofloxacine, c'est un antibiotique du groupe des fluoroquinolones et il est utilisé couramment dans nos pays pour traiter de nombreuses infections. Le fenouil, il est surtout utilisé pour soulager les troubles gastro-intestinaux et les graines sont utilisées pour augmenter la sécrétion de lait chez les mères allaitantes, mais aussi pour traiter les problèmes visuels. Et il a également une activité antibactérienne démontrée, c'est pourquoi il peut être consommé en automédication en simultané avec la ciprofloxacine. Le pissenlit de Mongolie a également de nombreuses utilisations possibles, étant donné qu'il est anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique et antiviral. Et le papayer a également de nombreuses utilisations comme le traitement des indigestions, dyspepsie, gonflement des amygdales, jaunisse, mal de gorge, drépanocytose. Ces trois extraits de plantes ont en commun une haute teneur en cations métalliques. Si la ciprofloxacine est consommée en même temps qu'un de ces trois extraits de plantes, il a été démontré sur modèle animal qu'il allait se former un chélate de ciprofloxacine métal, qui est un complexe hydrosoluble qui pénètre difficilement la paroi intestinale. Cela a pour conséquence une diminution de la concentration dans le sang de la ciprofloxacine et surtout une diminution de sa concentration maximale dans le sang. Or, la ciprofloxacine a besoin d'une concentration maximale normale pour pouvoir
exercer son activité bactéricide. Par conséquent, si la ciprofloxacine est ingérée en même temps qu'un de ces extraits de plantes, elle risque de ne pas pouvoir exercer son activité bactéricide et de ne pas pouvoir traiter les infections. Passons à présent aux interactions pharmacocinétiques. La pharmacocinétique, c'est en fait le devenir du médicament dans l'organisme, de son absorption à son élimination. Ces interactions sont largement imprévisibles parce qu'elles dépendent de la vulnérabilité de chacun. Il y a énormément de patients âgés de plus de 70 ans qui ont un risque accru d'interaction pharmacocinétique, notamment parce qu'ils sont polymédiqués et parce que leur état physiologique est altéré. Les insuffisants hépatiques ont également un risque accru d'interaction pharmacocinétique. Tout d'abord, les interactions qui concernent l'absorption du médicament. Pour passer du site d'administration dans la circulation générale, une molécule doit traverser au moins une membrane. Les injections intraveineuses et intra-artérielles, elles, ne doivent pas passer de membrane puisqu'elles arrivent directement dans la circulation générale et l'absorption ne concerne donc pas les injections intraveineuses et intra-artérielles. Pour les médicaments, notamment ceux administrés par voie orale, ils doivent notamment passer la barrière intestinale et donc le médicament peut soit diffuser au travers les lipides membranaires, soit il diffuse au travers de canaux aqueux ou alors il passe par des transporteurs pour traverser les membranes cellulaires. Le Bana Samsing Tang, c'est un remède chinois qui est en fait composé de 7 plantes. 7 plantes médicinales, Coptis japonica, le jujubier commun, Pinellia ternata, le gingembre, la réglisse chinoise, Panax ginseng et Scutellaire du Baïkal. Ce remède est utilisé, surtout en automédication, pour traiter les troubles gastro-intestinaux. Quant au midazolam, c'est un médicament qui est conventionnel. Il est en fait utilisé notamment pour traiter les crises convulsives prolongées chez l'enfant et l'adolescent, mais aussi avant l'induction de l'anesthésie chez les enfants en tant que sédatif, anxiolytique et amnésiant. Le remède chinois est en fait capable de diminuer le pH de l'estomac et de l'intestin. Si les deux produits sont consommés de façon simultanée par voie orale, il peut y avoir une diminution de l'absorption du midazolam, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être absorbé, il ne pourra pas exercer son effet d'antiépileptique ou de sédatif, d'anxiolytique ou d'amnésiant. Et la raison, c'est en fait que le midazolam, il n'est pas absorbé dans des conditions de pH faibles. Il lui faut des conditions de pH normales pour pouvoir être absorbé. Si le pH est diminué par le remède chinois, alors le midazolam ne pourra pas être absorbé, ne pourra pas exercer son effet. Ces données ont été révélées par des études expérimentales sur modèle animal et doivent être confirmées évidemment sur l'être humain. Le midazolam sur les souris, on voyait en fait que sa concentration plasmatique était diminuée de façon significative, mais aussi l'exposition du corps au midazolam était diminuée de 76%. Une autre interaction qui concerne l'absorption, c'est l'interaction entre la digoxine, un glycoside cardiotonique qui est utilisé dans l'insuffisance cardiaque et dans la fibrillation auriculaire, et le millepertuis, une plante bien connue qui est utilisée notamment pour traiter la dépression. En fait, le millepertuis, il contient l'hyperforine, une molécule complexe qui est capable d'augmenter l'expression de la glycoprotéine P, une protéine transmembranaire qui est présente dans la bordure ambreuse des entérocytes. Cette glycoprotéine P, elle a pour rôle de relarguer les substances potentiellement toxiques dans la lumière intestinale. Si la digoxine est administrée en même temps que le millepertuis, en fait, l'expression de la glycoprotéine P étant augmentée,
la digoxine, nous voyons que sa concentration plasmatique, elle est diminuée, et donc la digoxine a moins d'effet sur l'homme à cause du millepertuis. Il y a donc un risque cardiaque puisque la digoxine est utilisée pour traiter les problèmes cardiaques. On voit en fait que la concentration plasmatique maximale de la digoxine est diminuée de 35% et l'exposition du corps aux médicaments est diminuée de 25%. Ensuite, la distribution, c'est en fait le processus de transfert réversible du principe actif à partir de la circulation sanguine vers l'ensemble des organes et des tissus. On peut voir que dans les processus de distribution, il y a une importance de la liaison aux protéines plasmatiques. Les médicaments qui sont en fraction libre, qui sont sous forme libre, on voit ça en vert sur le schéma. Ces médicaments, ils sont en fait actifs. Par contre, ceux qui sont liés à des protéines plasmatiques ou tissulaires, eux, ils ne sont pas actifs. La warfarine, qui est un anticoagulant oral, elle se lie fortement à ces protéines plasmatiques et elle se lie en fait surtout à l'albumine. La sauge rouge, qui est une plante couramment utilisée pour les troubles cardiovasculaires, elle contient l'acide salvianolique qui lui aussi se lie à l'albumine. La warfarine, qui est un anticoagulant oral, s'il est co-administré en même temps que la sauge rouge, il y a un risque de compétition pour le même site de l'albumine. Ce qui veut dire que l'albumine liera moins la warfarine et la fraction libre de la warfarine va augmenter dans le sang. Cela aura pour conséquence clinique un risque d'hémorragie, puisque la concentration de la warfarine sera augmentée dans le sang. La métabolisation peut aussi être la cible d'interaction plante-médicament. La métabolisation, c'est en fait la transformation d'une substance chimique en une ou plusieurs substances dans l'organisme. Il peut y avoir plusieurs réactions de métabolisation. On va s'intéresser aux réactions d'oxydation qui sont exercées par une superfamille de monooxygénases, les cytochromes P450. Le CYP3A4, ici vous pouvez voir le 3 représente la famille, le A la sous-famille et le 4 le gène. Le CYP3A4, en fait, il métabolise de nombreux médicaments, environ 50% des médicaments sont métabolisés par le CYP3A4. Et il métabolise notamment la simvastatine, un hypocholestérolémiant, mais aussi la félodipine, un antihypertenseur. Le jus de pamplemousse, il est largement consommé pour sa valeur nutritive, pour son goût, mais aussi pour son usage médicinal. Des études récentes ont montré que le jus de pamplemousse était en fait un antibactérien, un antioxydant, un anti-inflammatoire et un protecteur contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Cependant, le jus de pamplemousse inhibe de façon irréversible au niveau intestinal les CYP3A4. Les CYP3A4 sont alors dégradés et la métabolisation des médicaments ne peut plus avoir lieu. C'est dû en fait aux furanocoumarines, des molécules aux structures complexes qui sont présentes dans le pamplemousse. On peut voir que pour la félodipine, s'il est consommé en même temps que le jus de pamplemousse, sa concentration va augmenter dès le premier verre de jus de pamplemousse, mais elle va encore plus augmenter après un verre de jus de pamplemousse pendant 5 jours, 3 fois par jour. Et donc, si la concentration plasmatique de la félodipine, un antihypertenseur, augmente, il y a un risque d'hypotension. En ce qui concerne l'interaction avec la simvastatine, elle est également importante. On peut voir que lorsqu'ils sont administrés en même temps, la simvastatine va avoir sa concentration plasmatique qui augmente de 3,9 fois. Et donc, il y a un risque
pour l'homme qui a été démontré, notamment par un rapport de cas de rhabdomyolyse. Après 10 jours de consommation concomitante de simvastatine et de jus de pamplemousse, un patient a eu une lyse musculaire. On sait que les interactions avec le pamplemousse et les médicaments oraux sont médicaments spécifiques, ils ne sont pas classes spécifiques. C'est-à-dire que toutes les statines ne vont pas interagir avec le jus de pamplemousse. Par exemple, la simvastatine interagit avec le jus de pamplemousse, mais la rosuvastatine n'interagit pas avec le jus de pamplemousse. Et donc, il est possible de proposer de substituer la rosuvastatine à la place de la simvastatine. De cette façon, le patient pourra toujours consommer le pamplemousse sans risque d'interaction. On sait que l'importance clinique des interactions avec le pamplemousse dépend de la vulnérabilité du patient. En effet, le CIP 3 à 4 intestinal n'est pas présent en même quantité chez tous les patients. Il y a des patients qui en ont beaucoup plus et chez eux, l'interaction sera davantage importante. En ce qui concerne les modifications pharmacocinétiques, elles peuvent avoir des conséquences dangereuses, notamment si ce sont des médicaments qui appartiennent à la famille des anticoagulants, il y a un risque d'hémorragie. Les médicaments appartenant aux antagonistes calciques des antihypertenseurs, il y a un risque d'hypotension. Avec les immunosuppresseurs, les médicaments du système nerveux central, les antiarythmiques et les anticancéreux inhibiteurs de tyrosine kinase, il y a aussi des risques graves pour la santé. Sont concernés principalement par ces interactions avec le pamplemousse. Ce sont les médicaments qui sont administrés par voie orale, qui ont une biodisponibilité orale de moins de 50% et qui sont évidemment métabolisés par les CIP 3 à 4 au niveau intestinal. Ce qu'on sait, c'est que l'effet avec le jus de pamplemousse, il ne disparaît complètement que 3 jours après la dernière exposition au pamplemousse. C'est-à-dire que si un patient doit prendre un médicament qui est en interaction avec le pamplemousse, il faut qu'il y ait 3 jours d'écart pour que le médicament puisse agir normalement sans risque pour la santé. Et on sait que les modifications pharmacocinétiques sont dose-dépendantes, c'est-à-dire qu'elles s'accentuent quand la dose, la fréquence et la durée d'ingestion du jus augmentent. Pour les interactions pharmacocinétiques, la dernière étape de la pharmacocinétique, c'est l'excrétion du médicament de l'organisme. Et cette excrétion peut se faire via des transporteurs. Les transporteurs bien connus au niveau rénal, c'est les transporteurs OAT, qui sont des transporteurs d'anions organiques. En fait, la benzylpénicilline, qui est un antibiotique bien connu pour traiter diverses infections, peut être en interaction avec la sauge rouge, qui est largement consommée pour ces troubles cardiovasculaires. En fait, la sauge rouge contient l'acide rosmarinique qui est capable d'inhiber les transporteurs humains OAT1 et OAT3. Or, la benzylpénicilline, l'antibiotique, il est excrété dans l'urine via ces transporteurs. S'ils sont co-administrés, il y a donc un risque d'augmentation de la concentration plasmatique du médicament dans le corps et donc un risque d'effet indésirable lié à l'antibiotique. Ces interactions entre la sauge rouge et la benzylpénicilline n'ont pas encore été étudiées ni sur modèles animaux ni sur l'homme, mais présentent un risque potentiel étant donné qu'ils interagissent tous les deux avec les transporteurs humains, OAT1 et OAT3. En ce qui concerne les interactions pharmacodynamiques au niveau des récepteurs, ces interactions peuvent être difficiles à prévoir également. En fait, il y a comme exemple la warfarine, un anticoagulant oral, et le gégène. Le gégène, c'est en fait la racine d'une plante chinoise, Pueraria lobata, qui est largement utilisée en Chine pour traiter des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, l'angine de poitrine, le diabète de type 2.
En fait, dans cette racine de plante, il y a la puérarine, et la puérarine interagit, tout comme la warfarine, sur deux protéines importantes dans la coagulation. Tout d'abord, elles interagissent avec la vitamine K époxyde-réductase, qui a un rôle dans l'activation des facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Comme vous le voyez, les deux effets sont opposés. La warfarine inhibe cette vitamine K époxyde réductase alors que la plante gégène l'active. Sur la thrombomoduline, les effets des deux composés sont également opposés et la thrombomoduline, elle a un rôle protecteur contre les thromboses. Donc si la warfarine est administrée simultanément avec le gégène, il y a également un risque pour la santé, étant donné que la warfarine aura un effet coagulant diminué et donc le risque de thrombose sera plus important. Vous voyez ici que les deux composés ont des effets complètement opposés. Il peut également y avoir finalement des actions pharmacodynamiques contradictoires. La réglisse, elle est bien connue pour ses propriétés médicinales. Elle est en fait utilisée comme expectorant, antispasmodique, anti-inflammatoire et dans le traitement de l'ulcère peptique et duodénal. Ici, nous voyons que la réglisse a également un risque pour la santé en augmentant la pression artérielle et ce risque est lié à la présence des composés qui ont des propriétés bénéfiques mais qui peuvent aussi augmenter la pression artérielle, c'est-à-dire des triterpénoïdes comme l'acide 18β-glycérétinique. Des rapports de cas ont en effet été publiés et la réglisse peut provoquer des syndromes de vasoconstriction cérébrale qui peuvent être à risque pour l'homme et il y a aussi d'autres cas qui ont publié des crises d'hypertension. Par conséquent, si la réglisse est administrée en même temps que des antihypertenseurs, il y a un risque d'antagonisme physiologique entre la réglisse et les antihypertenseurs, c'est-à-dire que l'effet hypotenseur sera contrecarré par l'effet hypertenseur de la réglisse. En conclusion, on se rend compte que les plantes médicinales qui sont considérées comme des produits sains ont en fait un potentiel d'interagir considérablement avec les médicaments conventionnels. Il est important d'identifier les composés et les mécanismes impliqués pour évaluer au mieux les risques cliniques. Les plantes et les médicaments qui ont été présentés dans cet exposé ne sont pas une liste exhaustive, c'est une liste non exhaustive. En fait, il y a de nombreuses autres interactions qui peuvent se produire et c'est pour ça qu'il faut être vigilant puisqu'un manque de données subsiste encore pour de nombreuses interactions. Comment gérer ces risques ? Eh bien, il y a des actions futures qui sont en développement. Tout d'abord, il est possible d'améliorer le contenu et le format de l'étiquetage des médicaments sous ordonnance. Par exemple, sur une boîte de simvastatine, l'interaction avec le pamplemousse pourrait être indiquée et le patient pourrait ainsi être facilement informé de cette interaction possible et à ce moment-là, il ne consommerait pas de pamplemousse en même temps que la simvastatine. L'éducation thérapeutique par les professionnels de santé, les pharmaciens, les médecins devrait également être améliorée, mais il est difficile pour les professionnels de santé d'identifier toutes ces interactions. C'est pourquoi des outils informatiques d'aide à la prescription sont en développement. Dans ces outils, actuellement, nous n'avons pas encore assez d'informations au niveau des médicaments, des consommations de plantes médicinales, des pathologies, des paramètres, mais dans le futur, le dossier médical informatisé des patients permettra d'obtenir
toutes ces informations au niveau informatique et des alertes pourront alors pourraient arriver en fait sur les ordinateurs des professionnels de santé ainsi que sur les smartphones des patients qui pourront alors avoir des alertes et pourront être mis au courant des interactions possibles entre les produits qu'ils consomment. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'en discuterai. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était un très bel exposé, c'est très, très, très intéressant. J'ai juste une petite question concernant l'interaction entre le remède chinois et les composés que j'ignore encore le nom. Vous dites qu'il y a une diminution du pH de l'estomac quand on prend le remède chinois, et que l'autre composé devrait agir dans le pH normal. Mais il est connu que le pH de l'estomac est déjà faible. Oui, en fait, le pH stomacal est encore plus diminué avec le remède chinois. Et en fait, le médicament est surtout absorbé au niveau intestinal. Et donc, en diminuant le pH à la fois stomacal et intestinal, le médicament est pratiquement plus absorbé du tout, en fait. Ok. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci pour l'exposé. C'est vrai que c'était très intéressant. Moi j'avais juste une question, c'était donc ici vous avez exposé les effets délétères des interactions donc des phytothérapies et des médicaments conventionnels. Donc moi ma question c'était plus est-ce que dans l'autre sens vous auriez des pistes, je veux dire, d'exploration où on verrait les effets bénéfiques de phytothérapie sur les médications conventionnelles. Un peu, par exemple, style booster métabolique, mais oui, en fait, phytochimique. tout à fait. Ils peuvent être utilisés en synergie. Il y a même des publications qui proposent d'utiliser le jus de pamplemousse pour potentialiser l'effet de la simvastatine. Et à ce moment-là, la simvastatine pourrait être moins dosée et avoir un effet efficace. Évidemment, il y a un risque pour tout ce qui est vulnérabilité du patient, c'est-à-dire qu'un patient va bien réagir et l'autre risque de très mal réagir à cette interaction et la simvastatine risque d'être très très fortement augmentée et à ce moment-là de devenir toxique. Merci. Bonjour, je me demandais si finalement le problème numéro 1, c'est pas plus le fait que le patient ne se confie pas à son médecin et ne lui donne pas toutes les indications en lui disant voilà, est-ce que c'est un problème de dire moi j'ai un petit peu peur de révéler ce que je prends au médecin et un petit peu comme un sentiment de honte de prendre un médicament en plus de celui qui a été prescrit quoi. En fait, c'est surtout en fait une croyance du patient. En prenant cette plante médicinale, il pense qu'il prend un produit sain qui n'a aucun effet indésirable et pour cette raison, en fait, il ne divulgue pas cette information au médecin. Il pense qu'il prend en fait quelque chose qui lui fait du bien, comme s'il mangeait des fruits et des légumes. Sauf que certaines plantes médicinales, comme même certains légumes, peuvent interagir avec les médicaments. Bonsoir, merci pour l'exposé. Je me demandais s'il existait déjà des sites ou des ouvrages de référence justement permettant de pouvoir savoir quelles étaient les interactions de manière un peu plus exhaustive que ce que vous avez présenté ce soir. Oui, en fait, il existe surtout des livres en fait, qui sont spécialisés dans les interactions plantes-médicaments. Au niveau des logiciels, moi j'utilise des logiciels tous les jours dans ma pratique à l'hôpital, mais les plantes ne sont pratiquement pas référencées dans les logiciels.
comme si, pour le moment, ils étaient encore considérés comme des produits sains. Et c'est vrai qu'il faut améliorer ce point au niveau des logiciels. Je pense que dans le futur, avec toutes les données qui vont être publiées de plus en plus sur les interactions, les logiciels vont aussi référencer toutes ces interactions entre plantes et médicaments. Alors, une autre question, en fait, quand vous faites allusion au logiciel, et sachant bien qu'il y a une gamme de populations qui n'ont pas vraiment accès à la médecine conventionnelle, que pour peu de temps qu'ils ont accès, ils les combinent souvent avec des plantes médicinales, et que cette dernière tranche de la population n'a pas aussi accès à l'usage de l'information, au fait de l'informatique. Qu'est-ce que vous pensez réellement pour cette population? Parce que prenant une population africaine, le sud de l'Amérique, et une certaine population asiatique qui recourt le plus souvent aux plantes, mais dans l'entretemps, ils prennent des médicaments conventionnels sans prescription médicale. Qu'est-ce que vous pensez pour cette tranche de population? En fait, en Chine, les interactions sont assez bien référencées parce que justement, les plantes médicinales chinoises font tellement partie intégrante de la médecine en Chine que de plus en plus, il y a un référencement de ces interactions. Par contre, en Afrique, c'est là où je pense qu'il y a le plus de risques parce que les études, en fait, au niveau des plantes africaines et au niveau interaction avec les médicaments, elles sont très, très rares, en fait. Donc c'est pour, je pense, oui, les Africains que le risque est le plus important, étant donné qu'ils utilisent énormément les plantes médicinales. Mais si déjà, avec ce que vous faites comme travaux, et que vous pensiez au moins faire quelque chose pour cette population, je pense que ce serait le plus intéressant de mettre peut-être en place des petits bouquets qui devraient être utilisés pour ces populations africaines. Des livrets, vous dites, c'est ça? Oui, des livrets. Oui, c'est sûr. Il faut en fait informer au maximum les populations. Si elles n'ont pas accès à Internet, évidemment, le support papier, c'est le plus efficace. Merci. Il faut savoir que les interactions sont très difficiles à détecter. D'une part, chez nous, les patients ne divulguent pas à leur médecin ce qu'ils utilisent. Donc il y a vraiment une peur de parler avec son médecin. Je crois qu'il y a pas mal de médecins qui remballent les patients en leur disant « ne le faites surtout pas ». Et le dialogue s'arrête là. Et puis la fois suivante, le patient n'osera pas dire qu'il a continué. On estime à peu près 80% des patients en oncologie utilisent des traitements non conventionnels et ils n'en parlent jamais à leur médecin. Donc là, il y a un problème de dialogue sur lequel il faut beaucoup insister. Donc on ne sait pas ce que les gens prennent. Et c'est encore pire en Afrique où c'est très mal répertorié. Le patient va chez le tradipraticien, il va recevoir des tas de plantes différentes. Le patient ne sait pas quelle plante il a reçue. Le tradipraticien, il connaît peut-être le nom vernaculaire qui peut changer d'une région à l'autre. Et finalement, s'il se passe un effet secondaire, une interaction, elle va être très mal documentée, très mal répertoriée. Donc la connaissance est extrêmement mauvaise. En Chine, la connaissance est meilleure parce qu'il y a des hôpitaux chinois dans lesquels ils combinent les deux types de médecine. Et là, ils ont les éléments sur ce que le patient a réellement pris et ils ont également les éléments médicaux sur l'interaction. Donc là, il reste encore énormément de choses à faire, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, pour pouvoir aller détecter ce genre d'interaction. Il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas encore et on en découvre régulièrement. Là, au niveau des ouvrages, il y a un très très bon ouvrage de Madame Elizabeth Williamson qui est publié en anglais, qui répertorie systématiquement toutes les interactions décrites dans la littérature. Et c'est un ouvrage assez considérable. Pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, même en Belgique, est-ce que, enfin, je dirais en Europe, est-ce que les industries pharmaceutiques sont prêtes à inclure dans les notices des médicaments, justement, quand il y a un nouveau créé ou pour les anciens, tiens, attention, interaction avec telle et telle plante, ce serait, et pour le patient, généralement, qui lit la notice, et en premier lieu pour les médecins aussi.
Oui, en fait, les industries pharmaceutiques référencent les interactions dans la notice avec les produits de consommation les plus courants. Par exemple, le jus de pamplemousse, souvent il est référencé dans la notice. Par contre, si maintenant avec l'ère d'Internet, les extraits de plantes peuvent être commandés de Belgique en les faisant venir de Chine, et donc évidemment, il y a un risque que le patient ne soit pas du tout au courant, qu'il y a une interaction, et la notice ne va pas du tout référencer cette interaction, puisque les notices des industries pharmaceutiques se basent sur les consommations habituelles des Occidentaux surtout. Pour rebondir un peu aussi sur ce que Pierre disait tout à l'heure, les médicaments traditionnels, ils sont testés en laboratoire, il y a eu des études cliniques, on a essayé de prouver leur efficacité, on connaît plus ou moins leurs effets secondaires, c'est bien documenté. Mais pour les médicaments traditionnels, finalement, est-ce qu'il y a des études cliniques de l'efficacité de toute cette pharmacopée qui existe depuis peut-être des centaines, si pas des milliers d'années? En fait, il y a des études cliniques pour toujours évidemment les plus connues et les plus consommées, mais dans nos pays en tout cas. Mais alors, il y a énormément de plantes qui ont très très peu d'études cliniques parce qu'elles font partie un peu des produits qui sont consommés, par exemple comme des légumes, et donc les études cliniques seront très rares sur ces produits-là. Oui, également, les études cliniques, c'est quelque chose qui est extraordinairement coûteux. Et donc, il n'y a que les toutes grosses firmes qui peuvent faire réellement des études cliniques. Les firmes qui vendent des produits à base de plantes, ce sont très souvent des nains par rapport aux géants pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de moyens, ils ont généralement nettement moins d'expertise pour mener correctement les études cliniques. Donc, en général, on aura des groupes de patients très, très petits. On fera des études cliniques sur 12, 25 patients par rapport à plusieurs milliers de patients pour un médicament classique. L'expertise n'y est pas, l'argent n'y est pas, et surtout les durées de traitement sont toujours très courtes. Dans ces études, on fera des études de 15 jours, 1 mois, 2 mois, alors que parfois le patient va prendre le médicament pendant plusieurs années. Par exemple, on utilise l'Aubépine pour des problèmes cardiovasculaires. Les études cliniques ont montré une amélioration des symptômes subjectifs, donc des symptômes d'essoufflement chez les patients insuffisants cardiaques. Mais ces études ont été menées sur 2 mois, 3 mois. Et en fait, l'Aubépine devrait être utilisée sur plusieurs années. Donc on n'a vraiment aucun recul sur pas mal de plantes. Alors pour la majorité des plantes de chez nous, on a une très bonne indication sur leur usage par l'usage traditionnel. C'est d'ailleurs reconnu dans la législation européenne. Si une plante est très bien documentée, qu'elle n'a pas de problème toxicologique important, elle peut être enregistrée sans étude clinique, uniquement sur base de l'usage traditionnel. On a introduit le critère de plausibilité de l'activité et plausibilité de l'innocuité, ce qui a permis de ramener pas mal de plantes dans le circuit pharmaceutique. Mais en fait, les connaissances sont très mauvaises, d'une part sur les plantes et d'autre part sur les interactions possibles. Et ce sont vraiment des cas cliniques comme ceux que Mademoiselle Pardo a montré. C'est dans des cas cliniques comme ça qu'on peut réellement détecter ce qui se passe. Donc c'est toujours le vieux système d'essai-erreur, d'essai de l'homme sur l'homme pour détecter les toxicités. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on s'arrête là ce soir. Merci.